Faut-il avoir un plan de carrière pour réussir sa vie pro ? Pour mes invités, c'est surtout une question d'être ouverte aux opportunités et aux rencontres quand elles se présentent. Dans la saison 2 de Travail et moi, mes invités ont partagé leur parcours, leurs moments de joie, leurs doutes et leurs difficultés. Sans langue de bois, elles sont revenues sur ce qui a contrarié leurs plans, leurs envies, les points d'inflexion qui ont permis des prises de décision, des découvertes de soi. Dans ce best-of, je te propose de retrouver mes invités quand elles nous parlent de burn-out, de l'impact du Covid ou des difficultés à quitter la précarité ou à vivre de sa passion. Le point commun de ces partages ? La persévérance et la résilience sans aucun doute. Mais aussi, en filigrane, l'ouverture au changement et une confiance en soi qui se construit et se renforce au fil des expériences. Un épisode pour t'inspirer, te rassurer, peut-être te donner aussi envie de tenter d'expérimenter dans ta vie pro. Je suis Sarah, consultante de carrière, et j'accompagne les femmes qui veulent se sentir bien dans leur vie professionnelle. Ensemble, on transforme tes doutes en plans d'action concrets. Ça te parle ? Contacte-moi via le lien en description. C'est parti pour le best-of de la saison 2 de Travail et moi. Pour Catel Chevalier, vivre de sa passion pour le chant n'a pas de prix, malgré les hauts et les bas d'une carrière d'artiste. Il lui a fallu 8 ans de patience pour vraiment vivre de sa passion. C'est ce qu'elle nous explique ici. Ça a été un long parcours pour pouvoir vivre de la musique uniquement. J'ai eu beaucoup de boulot, de petits jobs à côté de la musique déjà assez tôt. Déjà à 18 ans, je suis allée à Paris pour travailler sur un projet musical qui finalement n'a pas abouti. Mais donc à Paris, j'avais surtout je faisais d'autres choses pour gagner ma vie. Et pendant mes études, pareil, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait beaucoup de garde d'enfants et finalement, vivre de la musique, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Il faut s'accrocher parce que, enfin, dans mon cas, ça s'est pas fait en 2, 3 ans. Je pense que j'ai bien mis 7, 8 ans pour pouvoir vivre entièrement de la musique, mais sans regret. Maintenant, je vis de ma passion et avec les hauts et les bas qui vont avec, hein. Je tiens à le dire quand même parce qu'il y a de très bonnes années, il y a des années un peu plus dures, mais j'arrive à vivre de ce que j'aime faire et je pense que ça n'a pas de prix. Anaïs Le Digarché a connu 10 ans de précarité en tant que maman solo avant de trouver sa voie. Et comme elle le dit dans cet extrait, c'est une rencontre qui va tout changer. Alors, moi, j'ai eu un parcours, sans aucun sens. C'est un peu dans la logique, hein, des 5 dernières années dans l'entrepreneuriat. Mes années en tant que salariée ont été tout autant, illogiques, hein. Donc, si tu veux, j'ai arrêté les études très tôt, avec pour conséquence, une longue période de précarité, hein. J'ai mis 10 ans avant vraiment de me stabiliser et de trouver, ma voie finalement. Les 10 premières années, ça a été, des CDD, des missions intérim qui se sont accumulées, et des périodes de chômage et avec un statut de maman solo. Donc, c'était 10 premières années compliquées et en même temps assez enrichissantes. Alors maintenant, c'est facile à dire une fois qu'on a passé le cap, mais en tout cas, qui ont été assez riches d'un point de vue euh, développement personnel, quoi. J'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai grandi, voilà, j'ai traversé pas mal de choses. Mais si tu veux, c'est l'année 2014 ou fatiguée, lassée de pas trouver de stabilité et avec comme moteur, ma fille du coup, à l'époque, je me suis dit: «Non mais il faut que je reprenne mes études». J'ai vu ça comme alternative à pouvoir enfin trouver, un CDI, parce que c'était un peu le graal, hein, c'était avoir un CDI et me poser et pouvoir être sereine avec ma fille. Et donc j'ai, sollicité plusieurs écoles, de commerce et parmi les écoles que j'ai sollicitées, il y avait donc l'école de la chambre de commerce de Bordeaux, où je suis allée donc passer un entretien. Et en fait, ce jour-là, la personne qui m'a fait passer un entretien, individuel, pour la première fois de ma vie, quelqu'un prenait mon CV et me disait: «En fait, ton CV, voilà ce que je te conseille de faire, voilà comment tu devrais le retravailler pour être, un peu plus, pour rendre en tout cas ton profil plus attractif aux yeux des recruteurs». C'était la première fois que quelqu'un adoptait une posture comme ça de conseil, mais non seulement adopter cette posture, mais en plus me partager des conseils hyper pertinents. C'était très pertinent tout ce qu'elle me disait. Et en fait, pendant cet entretien,
je me souviens être sortie de l'entretien en me disant, j'aimerais trop être à sa place. Euh, tu vois, ce truc de bah, aider en fait. Alors que moi-même, ça faisait 10 ans que je galérais, que je trouvais pas de CDI. Je dis, pour une fois, quelqu'un prend ce temps, c'est waouh, et j'aimerais faire la même chose. Et en fait, il faut savoir que ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que cette même école qui dispensait donc des formations, cette école recrutait un ou une alternante pour son service. Et donc, on m'a contacté quelques jours plus tard, on m'a dit qu'il y avait ce poste ouvert, on m'a demandé si je voulais postuler, donc j'ai postulé. J'ai passé les entretiens en suivant, donc j'ai revu cette personne qui m'avait fait passer l'entretien et j'ai été embauchée en alternance et cette personne est devenue ma tutrice sur mon année d'alternance. Et en fait, la continuité derrière sur les premiers pas dans le recrutement, c'est-à-dire que donc elle animait les sessions de recrutement collective et les entretiens individuels comme elle me l'avait fait faire. Et un jour, dans les premiers mois de mon alternance, je lui dis, tu sais, Laetitia, j'aimerais trop être capable de faire ce que tu fais un jour. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, bah tu vas le faire. Et en fait, elle m'a accompagnée, elle m'a formée à faire donc, enfin, à animer les sessions collectives de recrutement, puis les entretiens individuels des futurs alternants. En fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. C'est vraiment parce qu'en fait, quelqu'un m'a accompagnée. En fait, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main à un moment donné. C'est pas une histoire de je me suis battue, je me suis fait toute seule, hein. Moi, j'y crois pas à ces discours-là. Je suis pas convaincue de ça. Il n'y a pas de quand on veut, on peut. Il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération. Et là, en l'occurrence, il y a eu cette personne qui, qui m'a pris sous son aile, en fait. Elle a eu, je pense qu'elle a eu un espèce de coup de cœur. Elle a eu envie vraiment de m'aider. Et ça s'est fait comme ça. Par cette rencontre, j'ai découvert le recrutement et j'y ai pris goût. Et voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin après dans le recrutement. Le burn-out est certainement un point d'inflexion dans un parcours. C'est ce que nous explique Lorraine Meyer, puis Pauline Dezéhu, mais ce n'est pas la fin de l'épanouissement pro, bien au contraire. En fait, j'étais en train d'écrire ce livre, j'ai eu mon contrat, signé chez Casterman. En même temps, j'étais enceinte et donc en fait, tout s'est passé en parallèle. J'ai pris un congé, donc maternité et ensuite, en fait, j'ai pris un congé, sans solde pendant 6 mois pour, pouvoir, finir mon livre. Ma fille était à la crèche et moi, j'ai pris 6 mois pour finir le livre. Je suis revenue au boulot et plus rien n'avait de sens. Enfin vraiment, c'était l'enfer. Ça n'avait Voilà, je venais de faire un bouquin, c'est un bouquin sur le féminisme et donc d'un coup, je connectais avec les gens, ça avait du sens. Il y avait un impact à ce que je faisais, j'avais un retour direct, chose que je n'ai jamais eue en travaillant en tant que directrice artistique sur tout ce que j'ai pu produire. Je n'ai jamais aucune idée de quel impact ça a, de est-ce que ça influence les gens? Est-ce qu'ils aiment pas? Est-ce que ça a des ventes? Enfin, vraiment, 0 idée de ce que ça peut faire, donc j'ai vraiment l'impression de travailler dans le vent, alors que là, j'avais un bébé, hem, que j'ai allaité, enfin, avec voilà, des conséquences hyper, concrètes, de mes actions et la BD également. Enfin, d'un coup, ça devenait hyper, clair et j'agissais pour, quelque chose de voilà, pour amener un peu quelque chose de bien dans le monde, enfin, à mon point de vue, en tout cas. Et donc mon travail n'avait vraiment plus aucun sens et en fait, j'ai fait un burn-out après 6 mois où je suis revenue au travail et donc pendant 6 mois, en fait, je j'ai, plus pu faire quoi que ce soit et ça m'a vraiment dégoûtée, en fait, dégoûtée de cet univers de la publicité, et donc en fait, après, il était hors de question que je revienne, en tout cas, voilà, dans ce poste-là. Donc j'avais pas vraiment le choix, en fait, que de me lancer, j'ai essayé, en vrai, ça faisait partie de mon plan de me lancer en free en tant qu'autrice, mais aussi de bosser, directement avec les boîtes de prod, pour être vraiment dans le vrai, dans le concret, dans les gens qui font, pas les gens qui imaginent des concepts, mais vraiment dans les gens qui fabriquent les images. Donc je voulais faire ça et en fait, ça a pas du tout marché. Il s'est rien passé à ce niveau-là, donc en fait, après j'ai eu d'autres projets de bouquins, donc finalement j'ai pas eu le temps non plus d'explorer ça. Donc pour l'instant, la direction artistique est en stand-by, mais en vrai, c'est tellement un truc qui me passionne que ça me dérangerait pas du tout de le refaire, pour d'autres choses qui ont du sens en fait, qui me parlent. Ah ouais, j'ai fait un burn-out.
Donc voilà. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que je dois faire très attention et je sais que je dois faire très, très attention. Je suis quelqu'un de passionné, investi et donc bah, je vais trop donner au travail et j'ai appris avec cette expérience qu'il fallait que je me mette des limites très claires, que j'apprenne à dire non. Enfin moi c'était vraiment un enseignement fantastique. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai vu le médecin du travail pour mon premier rendez-vous de burn-out, je sais pas comment on dit, elle m'a dit, donc j'étais en larmes et je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Elle m'a dit, je sais que c'est très difficile de me croire maintenant, mais je vous promets que cette expérience va vous enrichir. Et pour moi, c'est vraiment 100% vrai. Mais donc, comme tu le dis, ouais, c'est ça, j'ai encore la peur de me brûler les ailes. Et il y a des moments, hein, parce que évidemment, sur l'année, je suis pas un robot. Il y a des moments où j'arrive pas à mettre des limites, il y a des moments où je m'écoute pas, et il y a des moments où je me dis, là, Pauline, ça ne va pas du tout. Tu es fatiguée, tu t'arrêtes pas de penser, tu vas te coucher, tu es en train d'écrire des trucs. Donc, régulièrement, il faut que je remette les choses en place, quoi. Ouais, moi, ça marche. Enfin, moi, il faut vraiment que je visualise mon emploi du temps. Et donc, je fais du time blocking, hein, comme on dit. Donc, c'est vraiment, il faut que ma semaine, elle soit devant mes yeux, ma journée. Et de là à là, donc là, je sais que je fais l'enregistrement de ce podcast avec toi et qu'après, c'est mon sport et qu'après, je vais chercher les enfants. Et c'est très clair, quoi. Voilà. Pour Stéphanie Daudier, c'est le retour d'expatriation qui va être le déclencheur d'un changement majeur. Quitter le monde de la grande entreprise pour devenir coach et monter sa boîte. Alors, le retour en France, il se fait parce que c'est temps de rentrer. C'est la fin de mon contrat. Les contrats d'expatriation, ça a une fin. Et que donc il est temps de rentrer. Donc là, je rentre avec plusieurs hypothèses. D'abord, j'avais quand même envie de rentrer en Europe pour des raisons plus personnelles, parce que j'avais envie de reconstruire ma vie. J'étais célibataire à l'époque, divorcée, et j'avais envie de reconstruire ma vie. Et c'était pas si simple en expatriation dans un pays d'Asie. En tout cas, j'ai pas trouvé la solution. Donc ça, c'était une motivation personnelle. Et puis j'avais envie aussi de changer. Après 25 ans, on commençait à se dire que peut-être ce serait bien d'envisager une autre voie pour moi en dehors du groupe. Et donc voilà, donc moi j'avais aussi envie de changer. Donc ça c'est, je dirais que voilà, c'était un moment de changement, de beaucoup de changements en même temps. Voilà. Et ça s'est fait dans des bonnes conditions. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un peu de temps devant moi et d'avoir un petit peu de temps pour me retourner et changer de métier en fait. Et j'avais déjà anticipé un peu, j'ai choisi de me former au coaching et de devenir coach. Et c'était un choix, comment dire, peut-être un peu hâtif, je dirais. Je me suis pas donné plusieurs options. C'est marrant, on a échangé sur l'idée des options. J'ai réalisé 2, 3 ans plus tard que j'aurais pu faire plein d'autres trucs, mais j'étais déjà embarquée. Voilà, bon, j'ai créé l'entreprise, etc. Donc j'étais partie. Mais c'est un choix qui s'est imposé à moi parce que ça faisait très très longtemps que je faisais du mentorat. J'avais commencé à me former au coaching avant de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc en fait, j'avais envie d'explorer cette voie. Donc j'ai continué à me former pendant 2 ans. Et puis en parallèle, j'ai commencé à accompagner des gens, etc. Et c'est ce qui m'a amené à créer mon entreprise. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Pour Amélie Ebongué, c'est le Covid qui va modifier sa perception de l'entreprise et de sa vie pro, ouvrant la voie à un changement radical entre travail indépendant et expatriation. Je pense que je me suis créé cette manière de voir les choses. Je pense qu'il y a eu un avant et après Covid, honnêtement. Avant le Covid, euh, j'avais une vision de l'entreprise. Enfin, je parle encore beaucoup, encore une fois, d'entreprise parce que moi, j'ai été salariée quand même, enfin, pendant très longtemps. Et c'est vrai que je me disais, bah, l'entreprise investit sur toi.
tu vas pouvoir te développer grâce à l'entreprise. Euh, je pensais énormément qu'on pouvait gravir les échelons au sein de la même entreprise pendant plusieurs années. Alors bien sûr, j'avais des entreprises comme ça qui me tenaient à cœur et je me disais, j'aimerais bien les rejoindre et peut-être que je ferais 6, 7, 8 ans chez eux. Et en fait, tu te rends compte que même déjà de passer un entretien, tu n'y arrives même pas, que les portes sont pas facilement ouvertes. Donc, le Covid m'a amené à me mettre à mon compte peu de temps après que je quitte ma dernière agence, du coup, en France. Donc, quand je me mets à mon compte, bah, tu vois, premier client, c'est une ligue de sport, tu vois, encore une fois, alors que je pensais même pas que j'aurais envie de m'insérer dans ce domaine-là. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'assets que je peux exploiter, à la fois donner des cours, à la fois faire du contenu et faire de la strat, en fait, pour un client, mais à la fois donner des conférences. Moi, j'avais cette vision, ouais, je suis salariée, je suis social media manager, je peux pas trop faire autre chose, je suis en 9 to 5, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai mon fils à gérer. Et en fait, je pense que le confinement me fait repenser le canevas de ma vie et comment je vois ma vie professionnelle. Et donc là, après, bah, je me dis, écoute, pourquoi pas l'étranger? Pas de crédit, pas de conjoint. Mon fils, il est en bas âge. C'est le bon moment pour moi, mais aussi pour lui, parce qu'il est à la maternelle. En vrai, je perds pas grand-chose. Et en fait, bah, zéro regret, parce que je pense qu'il faut pouvoir conjuguer ses attentes, la réalité du marché aussi, et il faut pouvoir avoir un plan de vie. Moi, je suis très attachée au plan de vie. Alors, je te demande pas de faire un agenda de 30 ans, tu vois, mais on parle de plan de carrière, alors pourquoi on n'aurait pas un plan de vie? Je pense que c'est hyper important. Et puis la carrière, elle évolue. J'ai été maman, j'ai été salariée en étant maman, j'ai accouché, j'ai repris ma vie professionnelle. Donc, je pense qu'il faut pouvoir être flexible sur la manière dont on veut ajuster sa carrière. Mais c'est vrai que je suis pas du tout celle qui va attendre que l'entreprise me gratifie ou m'envoie 6 mois ou 2 ans à l'étranger. Je m'auto-recharge et je vais moi-même à la quête de ces opportunités avec des réponses ou pas hein, d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour ce best-of. On se retrouve le 27 juin pour le lancement de la saison 3. Si cet épisode t'a plu, laisse-lui 5 étoiles, un like, un commentaire et partage-le autour de toi. À bientôt!